Il existe un prédateur qui a le titre d'être le plus grand du monde actuellement, et ce sont les cachalots. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où l'on parle des animaux, ce qui est une raison de vous abonner car vous apprendrez beaucoup sur le règne animal. Commençons la vidéo. Ces mammifères aquatiques ont un nom très curieux en anglais, puisqu'on les appelle sperm whale, baleine à sperme. Cela vient d'une substance cireuse qui se forme à l'intérieur de la tête de ces animaux, laquelle possède certaines propriétés et était très utilisée dans les siècles passés. On croyait que c'était le sperme des cachalots, en raison de son apparence, mais cela est très éloigné de cette substance utilisée dans la reproduction. Cela mérite d'être traité séparément dans une prochaine vidéo. Ces cétacés ne vivent que dans l'océan et c'est une autre espèce qui a une répartition mondiale. Il est rare qu'ils s'approchent des eaux polaires et ils se trouvent généralement sous les tropiques. Ils recherchent des eaux profondes car ils passent beaucoup de temps immergés à des profondeurs de 3 km. Ils évitent donc les côtes qui sont dangereuses car ils pourraient s'échouer. Ils appartiennent au sous-ordre des cétacés à dents, sont les seuls représentants vivants de leur genre et leur principale caractéristique est d'avoir des dents. Cet animal suscite un peu de controverse car on le considère comme le plus grand prédateur du monde, mais d'autres cétacés consomment aussi des proies vivantes comme la baleine bleue. On pourrait donc le qualifier de plus grand chasseur car il poursuit ses proies au lieu de filtrer l'eau en se déplaçant. Néanmoins, on ne peut nier sa taille énorme. Il mesure de 12 à 19 mètres de la tête à l'extrémité de sa nageoire caudale, et son poids atteint 80 tonnes, ce qui en fait des animaux extrêmement volumineux. Il est facile de sous-estimer leurs dimensions sur les photos ou vidéos sans point de comparaison avec un objet connu. Ils ont une couleur gris pâle, certains pouvant avoir une teinte plus bleutée. Cette couleur domine tout leur corps, car leur dos et leur ventre sont de la même tonalité. Dans la littérature, le cachalot le plus célèbre, Moby Dick, était décrit comme blanc. Cela peut arriver, tout comme l'albinisme, mais ce sont des variations extrêmement rares. Leur tête est énorme et représente un tiers de la taille totale de leur corps. En fait, leur cerveau est le plus grand du règne animal, puisqu'il pèse seulement 9 kg. Leur tête forme une sorte de rectangle. En dessous se trouve leur mâchoire inférieure, qui s'emboîte parfaitement avec le reste de la tête. On ne peut pas dire qu'elle est un prolongement comme chez d'autres espèces. Elle abrite de 18 à 26 dents au total, chacune pesant environ 1 kg, mais elles ne sont pas très longues, dépassant à peine 20 cm. Comparées à leur taille, elles sont petites. De plus, ils ont un œsophage très grand et large, dans lequel ils pourraient avaler une personne sans difficulté majeure. Leurs yeux sont petits, comme chez d'autres cétacés, mais en même temps plus grands en comparaison. Leurs évents, qui sont leurs narines, se trouvent au-dessus de leur tête, presque à la hauteur de la nuque, avec 2 trous qui se bouchent lorsqu'ils plongent. Leur corps est allongé et a tendance à être mince, il a le même profil cubique que leur tête. Leurs côtes ont une particularité. Elles sont très flexibles grâce à du cartilage, ce qui leur permet de se plier et ainsi de supporter la pression exercée par l'eau à de telles profondeurs, en plus d'une couche de graisse de 30 cm. Au lieu d'une nageoire dorsale, ils ont une bosse énorme et de petites crêtes sur le dos, le long de leur colonne vertébrale, très visibles. Ils ont de petites nageoires dorsales qui dépassent à peine de 20 cm et leur nageoire caudale mesure environ 45 cm, étant une fusion de leurs membres postérieurs légèrement divisés en une bifurcation. Leur dimorphisme sexuel est difficile à discerner chez les spécimens solitaires, car ce sont les mâles qui sont plus grands, mais lorsqu'on voit les deux sexes ensemble, c'est très évident, les mâles étant environ 50% plus volumineux. Ce sont des espèces hautement grégaires. Ils se regroupent selon différentes conditions telles que l'âge, le sexe et le territoire, formant des groupes allant jusqu'à 100 congénères, mais généralement autour de 30. Ils peuvent être composés de mâles célibataires, de mères, de jeunes femelles et de petits, formant des hiérarchies dominées par les femelles les plus grandes, tandis que les mâles célibataires se déplacent seuls et ne se regroupent qu'à la saison de reproduction. Ce sont des spécimens qui passent la majeure partie de leur temps immergés à des profondeurs considérables. Pour ce faire, ils effectuent 40 à 70 respirations avant de plonger et peuvent rester sans respirer pendant 30 minutes, atteignant des profondeurs de 3 km très facilement. Cependant, cela provoque avec le temps certains troubles chez eux, comme une porosité accrue des os causée par l'azote dans le sang. C'est courant chez les personnes qui plongent constamment à grande profondeur à cause de la décompression. Mais chez eux, c'est une condition qu'ils ont développée sur de nombreuses générations. Ils nagent à faible vitesse, ne dépassant pas 10 km/h, tranquillement.
mais quand ils ont peur, ils peuvent se déplacer jusqu'à 30 km/h. Cela les rend très dangereux car, avec leur taille, ils peuvent charger de nombreux animaux. En fait, ils peuvent couler des bateaux. De plus, ce sont des spécimens qui se défendent très bien, et certaines personnes ont subi leurs attaques, non pour être mangés, mais lorsqu'ils se sentent en danger, ils peuvent les mordre et les tirer. En groupe, ils utilisent une forme de défense très curieuse. Ils placent le spécimen vulnérable dans un cercle, lui tournant le dos avec leurs grandes nageoires pour frapper l'agresseur. Leurs territoires sont difficiles à définir car ils migrent constamment vers différents endroits. Ils se déplacent sans avoir de principe établi, comme la reproduction, la disponibilité de la nourriture ou les changements cycliques du lieu. Leur principal sens est l'écolocalisation. Ils produisent un son qui rebondit à différentes fréquences selon l'objet et est capté par le melon qu'ils ont à l'intérieur de leur front, produisant de nombreux bruits à différentes fréquences. Ils sont également très communicatifs entre eux, ce qui les aide à connaître divers événements. Ils ont aussi beaucoup de contacts, surtout entre les mères et leurs petits. Leurs yeux ne sont pas très efficaces, surtout dans l'obscurité des profondeurs, mais ils les aident à détecter le danger et le mouvement de leur proie. Leur odorat est inefficace. Ce sont des chasseurs très actifs, carnivores de multiples espèces. Ils recherchent principalement des calmars, qui se trouvent dans les profondeurs, où ils sont capturés par leurs énormes mâchoires. Leurs dents ne leur sont pas d'une grande aide, mais elles leur servent à maintenir leur proie pour qu'elle ne s'échappe pas. Ils consomment également des poissons, des poulpes, des requins, etc. Ils peuvent profiter de leur grande taille. Un point très important à leur sujet est que, grâce à beaucoup d'entre eux morts et échoués sur les plages, on a découvert la présence d'un spécimen énorme. Le calmar géant, cet animal mythique dont on croyait qu'il n'existait que dans les livres. Des restes de ces calmars ont été trouvés dans leurs estomacs. On a beaucoup théorisé à ce sujet, car on dit que les cicatrices qu'ils présentent sur la tête sont provoquées par ces mollusques titanesques et leurs énormes becs, mais cela peut aussi être dû à des morsures d'autres spécimens ou de leurs congénères. On estime qu'ils consomment près d'1 tonne de nourriture par jour, principalement des calmars. Leur reproduction est régie par un système polygyne où la femelle indique son estrus par des sons et des comportements, attirant différents mâles qui n'appartiennent pas au groupe. Il y a alors une compétition pour démontrer lequel est le plus apte, en se frappant et en se mordant. Ils n'ont pas de saison de reproduction constante, mais ils se reproduisent tous les 2 à 5 ans. La gestation dure de 14 à 16 mois. Cette disparité est due au peu d'études possibles car elles passent beaucoup de temps immergées. Une seule petite naît, laquelle est très précoce mais est soignée par le groupe. En fait, lorsque plusieurs petits de différentes mères naissent en même temps, ils sont placés dans une crèche invisible au centre du groupe pour être soignés. Le petit est allaité pendant 2 ans et apprend tout du groupe et de sa mère. On sait peu de choses sur leur vie, mais ils sont très protégés par le groupe. Après le sevrage, ils apprendront à consommer des calmars. S'ils sont mâles, ils passeront 10 ans dans le groupe puis deviendront solitaires, moment où ils commenceront à atteindre la maturité sexuelle, mais ils devront concourir pour prouver leur valeur et leurs droits de reproduction. Les femelles, quant à elles, atteignent la maturité à 8 ans, mais elles restent dans le groupe où elles sont nées, donc elles sont héritières. À l'état sauvage, ils vivent environ 77 ans, ce qui est relatif en raison des difficultés à les suivre. Ils n'ont presque pas de prédateurs, surtout à l'âge adulte. L'un d'eux pourrait être le calmar géant, tandis que les petits peuvent être recherchés par les orques et les grands requins blancs, mais les groupes sont assez intimidants et protègent très bien les petits. Il n'existe pas de spécimens en captivité en raison de leur grande taille et de la quantité de nourriture qu'ils nécessitent, mais vous pouvez les voir dans les musées d'histoire naturelle. Actuellement, ils sont classés comme vulnérables de manière générale. Et dans certaines régions, ils sont considérés comme en danger d'extinction. On estime leur population à 1,5 million dans le monde. En fait, c'est l'une des grandes baleines dont le recensement est le plus élevé. Mais elles restent dans cette catégorie en raison de la chasse intensive qu'ils ont subie, en particulier dans le golfe du Mexique, raison pour laquelle ils ne sont plus aussi communs dans cette région. On les recherchait à diverses fins, principalement pour leur graisse, surtout celle qu'ils ont dans la tête, car elle était utilisée comme lubrifiant pour les machines et pour fabriquer des bougies. Les dents étaient utilisées pour fabriquer des objets artisanaux. Ils ont donc été recherchés et chassés de manière abusive. Actuellement, cette pratique est interdite et sévèrement punie, ce qui a permis à leur population de continuer à se rétablir. Leur rôle dans l'écosystème est d'être des prédateurs. Lorsqu'ils meurent, ils sont une source importante de nourriture pour de nombreux animaux charognards et opportunistes. De plus, ils ont des qualités intéressantes pour la science.
car grâce à eux, on connaît l'un des plus grands animaux de la planète et nous en apprenons chaque jour davantage sans pouvoir les voir pleinement. Pour le tourisme, ce sont des animaux très compliqués car, en raison de leur plongée, ils sont difficiles à observer. De plus, ils peuvent être agressifs et dangereux pour les personnes. Mais ils ont une autre importance économique. Dans leurs intestins, on trouve une substance appelée ambre gris, qui provient de sécrétions biliaires combinées au bec des calmars géants. On ne connaît pas avec certitude sa fonction, on théorise simplement que c'est une substance produite pour que les objets solides puissent traverser le tube digestif, qui est ensuite expulsé et se trouve flottant sur les rivages. Elle est très utilisée dans divers produits de beauté et son prix peut atteindre des sommes exorbitantes. C'est un autre événement qui mérite d'être traité dans une vidéo séparée. Une baleine que l'on pourrait qualifier de carré. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est bien l'animal prédateur le plus volumineux de la planète, révéré et craint dans la littérature, et également une fenêtre sur ce que nos océans cachent. Un animal qui a été très recherché il y a longtemps, voilà le cachalot. On se voit dans une prochaine vidéo.